Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêve mais qui n'osait pas encore. Je m'appelle Caroline Vigneault et j'ai effectué un changement de vie assez radical en passant d'avocate à humoriste. Alors croyez-moi, je comprends très bien ce que vous ressentez. Et j'ai créé ce podcast pour vous aider à trouver l'audace de vous lancer, mais aussi pour que vous découvriez le parcours de personnes inspirantes qui ont fait le choix de croire en leur projet et de le réaliser. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'étiquettes, celles qu'on vous colle depuis des années, votre famille, vos enfants, vos collègues, vos voisins, bref, tous les autres, mais également celles que vous collez tout seul ou toute seule, comme un grand ou comme une grande, influencée par votre famille, vos enfants, vos collègues, vos voisins, bref, par les autres. J'ai fait une école d'ingénieur, donc je suis ingénieur pour toujours, ou j'ai fait du droit, donc je dois rester avocate toute ma vie. Vous voyez de quoi je veux parler ? Ouais, ces étiquettes-là qui sont tellement collantes qu'elles nous maintiennent dans un rôle qui n'est pas pour nous. Et nous, depuis notre fort intérieur, on le sait, on le sent, que c'est pas ou que c'est plus la bonne étiquette sur le pot qui est en train de vieillir, mais dans lequel on fera toujours des bonnes confitures. Mais nous, on ressent qu'on est différent de ce qu'on nous dit de nous. Mais on n'ose pas le dire parce que ça se fait pas. Voilà, point, c'est tout. Alors on a des passions et des intérêts qu'on n'a jamais eu l'occasion d'explorer, car on a suivi un chemin tout tracé professionnellement. Mais imaginez, allez, 2 secondes, imaginez ce que serait votre vie si, allez, on ferme les yeux et on visualise. Visualisez-vous, vous qui avez toujours rêvé d'écrire, de cuisiner, ou je sais pas, de créer de l'art. Allez, réinventer votre vie, là, dans votre tête, 2 secondes. Vous êtes écrivain, vous êtes cuisinier, vous êtes artiste, hein, c'est sympa, hein. Allez, ouvre les yeux et fonce. Oui, c'est possible, parce qu'on est en 2023. Donc le mythe de la carrière unique, là, tout ça, c'est fini. Donc osez vous réinventer comme moi, je l'ai fait. Oui, parce que l'étiquette d'avocate, je l'ai eue pendant 8 ans, ok ? Étiquette que j'ai adorée, mais qui à un moment donné, suffisait plus à remplir ma seule et unique vie. Alors je me suis collé 1, puis 2, puis plein d'autres petites étiquettes à côté de l'étiquette d'avocate. D'ailleurs, vous pourrez regarder, vous pourrez voir, il y a écrit humoriste, autrice, réalisatrice, podcasteuse, productrice. Et puis il y en aura peut-être d'autres, on ne sait pas. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir avec Mathilde, qui elle aussi a changé d'étiquette. Bonjour Mathilde. Bonjour Caroline. Comment ça va Mathilde ? Ça va super bien. Ah, c'est une belle réponse. Alors Mathilde, dis-moi, toi tu as fait quel type d'études ? Tu veux dire mes études initiales ? Oui, ta petite étiquette de départ. Je ne savais pas trop quoi faire, j'ai fait lettres modernes. J'étais passionnée de littérature, passionnée par les livres, donc j'ai fait ça. Et alors, ça a débouché sur quoi ? Ça a débouché sur des petits boulots dans des musées, et puis je suis devenue libraire. Donc j'ai travaillé pendant 6-7 ans dans une librairie américaine à Paris. D'accord. Voilà. C'est donc là toujours la passion des mots, de l'écriture. Vraiment, quand j'ai commencé ce boulot, je voyais une jeune femme de dos dans un rayon et je me disais, c'est moi quand j'étais enfant. Ah, c'est génial. C'était super d'être dans ce lieu-là, mais je me suis assez vite ennuyée. Au bout d'1 an... Ah oui, c'est rapide, un an. Voilà, j'avais fait le tour du job qui était super, mais pour moi c'était temporaire. Et après, j'ai postulé sur plein de trucs. Aha. Et bizarrement, ça matchait jamais. Donc je me suis sentie un peu coincée. Est-ce que tu postulais pour quelque chose de précis, une envie précise ? Comment ça se passait cette postulation ? Je postulais pour plein de choses qui m'intéressaient. Et comme je suis très curieuse, il y avait beaucoup de choses. Et puis ça n'aboutissait pas. Par exemple, j'ai postulé pour être agent de voyage, parce que j'ai beaucoup voyagé au Maroc. Et du coup, ils m'ont donné un rendez-vous parce qu'il y avait un poste dans leur librairie pour vendre des cartes. Et là, j'étais là, mais jamais, je veux bouger. T'as pas compris. D'accord, donc le voyage, quoi d'autre ? Le voyage, et après, j'avais envie de travailler dans les entreprises. C'était vraiment une curiosité pour moi. J'avais plein de clients qui travaillaient dans la banque. Alors, j'avais pas spécialement envie de travailler dans la banque, mais j'avais envie d'avoir un costume. Ouais, et alors, surtout des cartes de visite. Moi, quand j'étais avocate, c'est que je travaillais dans mon cabinet américain. Vraiment, la carte de visite, le jour où je l'ai eue, avec mon nom, avec le logo de la boîte, j'étais tellement fière. Je la déposais partout. Oui, bonjour Caroline Vigneault, maître Caroline Vigneault, j'adorais ça. Ouais, en fait, j'avais envie de sortir de la culture. Voilà, parce que j'avais fait des stages en maison d'édition. Enfin, je venais vraiment de ce milieu du livre. Et il y a quelque chose qui me plaisait pas complètement dans ce milieu. Donc, j'avais envie d'en sortir. Et du coup, l'autre milieu que je voyais, c'était les affaires. Les affaires. Le business. Le business, ça me faisait tellement rêver. Devenir une working girl. J'avais des tailleurs avec des jupes crayons, des talons de 12 cm. Vraiment, j'étais le total cliché. J'adorais ça. Moi, je l'ai imaginé très fort et j'ai réussi à le faire. Alors, sauf les talons de 12 cm. Ah ouais, ça c'est une bonne nouvelle pour ton dos. Et alors du coup, c'était où ?
Du coup, après, en fait, j'ai travaillé dans une TGE, une très grande entreprise. Mais pour y arriver, en fait, j'ai fait une formation au CNAM en cours du soir. Non, en cours de jour, mais j'ai pris une année. D'accord, donc quand tu te rends compte que tu veux changer de vie, que tu as une envie, c'est l'entreprise, et que ton diplôme ne correspond pas forcément... Voilà, en fait, au bout de plusieurs années, je me suis dit, en fait, ça n'arrive pas comme tu pensais que ça arriverait. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut faire autrement. Ouais, et puis... Ça, c'est très important de se rendre compte que quand on parle souvent de consistance. On dit oui, pour réussir quelque chose, il faut être consistant, faut pas lâcher, faut tenir. Mais ça ne veut pas dire tenir toujours de la même façon. C'est-à-dire quand on se prend un mur une fois, 2 fois, 3 fois, il faut aussi arriver à ce moment où on est à un moment pivot, en disant ok, de cette façon-là, ça ne marche pas. Donc on reste consistant, on garde le même but, mais on se dit c'est pas comme ça que je vais y arriver. Je viens de voir que ça ne marche pas, donc il faut que je trouve autrement. Enfin, c'est Einstein qui disait la folie, c'est toujours faire la même chose en espérant un résultat différent. Donc là, toi, tu as réagi en disant ça ne marche pas, il faut que je fasse une formation. Tu fais la formation et bim. Oui, et là, ça marche. Et puis il y a eu un petit drame de la vie quotidienne humaine qui m'a aidée, c'est que j'ai fait une fausse couche et du coup j'ai pris conscience que j'étais mortelle. Scoop. Tadam. Et du coup je me suis dit en fait faut que je m'écoute quoi. Si ça fait des années que j'ai envie de partir faire autre chose, en fait faut le faire quoi. Donc je suis d'abord partie. Et ensuite, comme j'étais au chômage et que j'étais à nouveau enceinte, j'ai pu avoir une formation de recherche de compétences, là, et puis bilan de compétences. Là, tu es partie de ta TGE. Ouais, non, donc j'étais dans pour réussir à avoir ce déclic de dire... il faut que je fasse une formation. Parce que sinon, j'essayais de trouver un job en étant à la librairie, et c'est ça qui était difficile, en fait. Donc, il a fallu que je démissionne, ensuite que je fasse un bilan de compétences, que je fasse une formation d'1 an, et après, je suis partie dans le monde de l'entreprise, et j'y suis restée 6-7 ans. D'accord, oui, mais c'est vrai que c'est difficile de démissionner sans savoir où on va. Ça, c'est vraiment quelque chose qui angoisse beaucoup les gens. Et c'est vrai que, parce que c'était pas le conseil qu'on me donnait. On me disait, t'as envie de partir, super, trouve un job et vas-y, quoi. Bon, moi, ça ne marchait pas comme ça. Mais il y a plein de gens pour qui ça ne marche pas comme ça, mais c'est l'angoisse du vide. Et puis, je le dis souvent dans ce podcast et dans la vie, attention aux conseils des autres, parce que les autres vous donnent des conseils, et qui sont des conseils bienveillants. Moi, je ne parle même pas des gens qui veulent vous planter, juste les gens qui vous aiment et qui vous donnent des conseils vraiment bienveillants, mais ils vous donnent des conseils par rapport à leur vie, leurs problèmes, leurs angoisses, qui n'ont rien à voir avec vous. Donc, il faut les écouter, puis savoir ne pas les écouter aussi. Voilà. Donc, tu rentres dans ta TGE pendant 6-7 ans. Je fais une TGE pendant 1 an et demi et ensuite je me fais embaucher par une PME. Et là, je trouve mon idéal d'entreprise avec 400 personnes à peu près. D'accord. Donc, je suis suffisamment grand pour ne pas m'ennuyer. J'étais manager d'une équipe, donc je dirigeais 30 personnes sur des chantiers d'ingénierie documentaire. Ingénierie documentaire. Ouais. Alors là, je ne sais même pas ce que c'est, j'avoue. En fait, j'ai pris quelque chose quand même en continuité avec ce que j'avais déjà comme compétence. Et donc, on croit que savoir bien écrire, ça ne sert à rien, mais c'est hyper utile pour répondre c'est pas moi qui vais dire ça. Hein. Voilà. C'est hyper utile pour répondre à des appels d'offres. Ma polyvalence, en fait, m'a beaucoup aidée pour être un bon manager. Et puis, j'avais été 6 ans libraire, donc j'avais une vraie envie d'avoir des responsabilités, d'être manager, alors qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie. Alors ça, c'est ça qui est génial d'ailleurs dans la vie. Il y a des gens qui aiment être salariés, il y a des gens qui aiment être en libéral, il y a des gens qui aiment monter sur scène, d'autres qui veulent rester dans l'ombre. Et heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Et la clé, c'est de savoir qui on est. Et de ne pas accepter les étiquettes qu'on nous a collées parce qu'on nous a dit qu'il fallait que tu fasses des études alors qu'on a envie d'être pâtissier. Au contraire, il faut que tu sois pâtissier alors qu'on a envie d'être chanteur. Et ça prend du temps de se poser la bonne question, de se dire, ok, mais moi, au fond, moi, qui je suis, de quoi j'ai envie. Ouais. Donc là, tu as trouvé ton idéal et ça dure combien de temps ? Ça dure 6 ans, mais au fond de moi-même, je sais que c'est pas ce que je veux faire vraiment. La fameuse petite voix. Voilà. Mais ça, je le sais depuis mon bilan de compétences. En fait, on me dit qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie ? Et je dis moi, j'ai envie d'écrire des BD, parce que c'est ce que j'avais commencé à faire dans la librairie américaine. C'est là où j'ai découvert le roman graphique. Donc le fait d'associer le dessin au texte, pour moi, ça a été une révélation. Et du coup, cette envie d'écrire que j'avais, s'est complètement libérée grâce au dessin. Mais j'en avais fait, et puis ça me rapportait pas d'argent, et j'avais vraiment envie de gagner ma vie, je sais pas, de payer des trucs. Ouais, c'est très bizarre dans une société comme la nôtre. Voilà, c'était je comprends très bien. Mais du coup, cette envie, c'est marrant. Elle a jamais disparu en fait, elle a toujours été en moi. Elle a été révélée au moment de ton bilan de compétences, celui que tu fais pour aller en TGE. En fait, oui. En fait, je me suis dit, ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais je ne gagnerai pas ma vie comme ça.
Donc, comment est-ce que je peux gagner ma vie en faisant quelque chose qui m'intéresse ? Et donc, j'ai fait ce choix-là. Et ce qui est intéressant aussi, il faut le dire aux gens, il n'y a pas de trop tard ou trop tôt. Moi, souvent, on m'a demandé, mais aujourd'hui, c'est à refaire, est-ce que tu repasserais par la case avocate ? Parce que j'étais avocate pendant 8 ans, et souvent, on m'a posé cette question, et je réponds à chaque fois oui. Oui, parce que la personne que je suis aujourd'hui, celle qui a pu monter sur scène, celle qui a ces idées-là, elle est devenue comme ça parce que j'ai fait ces 8 ans d'avocature. Et que si j'étais pas passée par là, je serais différente. Je sais pas si ça serait mieux ou ça serait moins bien. Peut-être que si j'étais devenue humoriste tout de suite, ça aurait mieux marché, ou au contraire, ça n'aurait jamais marché. On saura jamais. Tout ce que je sais, c'est que la personne que j'ai, et j'ai mis tellement de temps à l'aimer que maintenant je l'aime bien, j'ai aucune envie de la changer. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir fait ces 8 ans de droit, enfin en tout plus 14 d'ailleurs, parce que c'est 7 ans de droit et 8 ans d'avocat, mais bref, on s'en fout. Et je regrette pas. Et même si les gens me disent oui, mais quand même, t'as perdu. Non, j'ai rien perdu. Ça m'a construit. Ouais. Moi, au début, je me trimballais un petit regret, et puis je suis en train d'acquérir la sagesse bien. À la Caroline Vigneault. Mais il faut, et alors là où tu vas, c'est un chemin. C'est un chemin, mais il faut quand même d'accepter accepter. Et son alors, errance. L'étape d'après, c'est de profiter, d'utiliser. Et peut-être que tu vas découvrir la BD qui va cartonner parce que tu vas utiliser quelque chose que tu as vécu dans l'entreprise, que ça va te donner l'idée de faire une BD sur une entreprise avec une femme qui a envie de dessiner. J'en sais rien, ça c'est toi qui dessineras, c'est toi l'artiste. Mais à un moment donné, c'est que non seulement on le vit plus mal, mais en plus on va l'utiliser. Moi, le spectacle qui m'a révélé, le premier, personne l'a vu à part ma mère. Ça s'appelait Était une fée, personne l'a vu. Et c'est pas grave d'ailleurs. Et le deuxième, celui qui va lancer ma carrière, s'appelle Quitte la robe. Et c'est parce que je vais enfin me révéler et que je vais raconter le passage, le changement de vie d'avocate à humoriste. Et c'est ça qui va me lancer. Donc après, encore une fois, la vie, elle est faite de ça. Mais j'ai utilisé ces 8 ans. Et d'ailleurs, souvent, on me dit que dans mon écriture, je continue à avoir un style, puisque j'utilise du fond et je plaide pour des causes. Donc malgré tout, mon humour vient aussi de ma capacité d'avoir été avocate. Donc, toi, ça va peut-être être pareil. Moi, le livre fait à nouveau complètement partie de mon travail actuel d'artiste. Oui, parce qu'on s'est arrêté là-dessus. Mais du coup, donc, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, parce que tu as au fond de toi ta petite voix qui te dit « Moi, ce que je veux, c'est faire des BD ». Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Je le sais depuis toujours, mais je me dis « Bon, c'est quand même toujours là ». Et surtout, je m'autorise à aller voir un psy. Et à lui dire tout va bien dans ma vie, c'est cool, ça y est, j'ai les enfants, le mec, le boulot, mais il y a un petit truc qui passe pas, c'est que en fait ce que j'avais envie de faire. Et donc on commence à discuter, et là je prends conscience que si c'est à refaire, je ferai une école d'art, et là je prends conscience qu'il n'est pas trop tard. J'ai 35 ans, et donc je prends une année sabbatique et je m'inscris dans une école d'art. J'adore. Et là, c'était bon. Ouais. Là, c'était bon. Oui. C'était vraiment très. C'était génial parce que je suis allée aux Arts Déco. Alors, j'étais pétée de trouille comme quand j'avais 18 ans. En fait, c'était la peur depuis toujours qui me bloquait. Et donc là, j'ai surmonté la peur, mais vraiment marche après marche. Donc, tu te souviens de ton premier cours, j'imagine ? Ah, mais de tout. Je me souviens de la file d'attente pour rentrer dans les Arts Déco pour faire la visite. Je me souviens du dossier qui a été rejeté. Je me souviens d'avoir pleuré quand j'ai reçu la lettre de non, vous pouvez pas y aller. Et à un moment, je me suis dit, en fait, mon projet, c'est pas les Arts Déco. Mon projet, c'est de faire de l'art. Donc, je me suis inscrite dans d'autres formations. Et là, après, j'ai trouvé une autre façon de rentrer aux Arts Déco. Et donc, j'ai quand même réussi. C'est marrant, cette idée par que la tu avais petite réussi. Porte. Il n'y a pas de grande ou petite porte. Mais c'est bien, c'est de se dire, voilà, je ne rentre pas par la porte, je passe par la fenêtre. Oui, si parce qu'à un moment, j'ai réalisé que c'est mon envie et c'est pas aux autres de me dire si c'est OK ou pas. C'est moi qui décide. Bravo. Ouais, bravo. Merci. Non, j'étais hyper fière. Je me souviens vraiment de ce moment. Ah il faut. Des moments comme ça, des moments clés de la vie où on se souvient. Moi, j'en ai eu quelques-uns, notamment, je pense souvent à l'Olympia, parce que quand j'ai décidé de changer de vie, je jouais dans une toute petite salle où il n'y avait personne. C'était quand même compliqué de garder la foi. Et je disais tout le temps, un jour, je serai à l'Olympia. Et tout le monde se moquait de moi gentiment, en me disant, mais oui, c'est bien d'avoir des rêves, mais en disant, la pauvre, il faut que quelqu'un lui dise quand même qu'elle n'y arrivera pas. Et donc, le premier jour où j'ai joué mon spectacle sur la scène de l'Olympia, c'était en avril 2016, j'oublierai jamais. Le moment où je sors de la loge là, et que je marche jusqu'au milieu de la scène, et je me suis dit, meuf, tu vas profiter de chacun de ces pas. Parce que là, tu es en train de réaliser ton rêve. Donc, ces moments où on ressent qu'on est arrivé à un truc qu'on a tellement voulu, et il n'y a personne qui va me le gâcher. Ouais, ça, j'en ai vécu plusieurs, des moments comme ça. Et c'est vrai que c'est ça qui donne de la saveur à, du coup, cette nouvelle vie que j'aime vraiment.
C'est ça, c'est les moments où je vis mon rêve. Surtout qu'on n'en a pas parlé, mais moi je suis sûre que tu vas me répondre oui. Il y a ces moments-là magnifiques dont on parle et qui donnent envie aux gens de se lancer, mais il y a aussi les moments de doute, les moments difficiles, les moments où ça marche pas, les moments où on se dit on a fait une connerie, on n'aurait pas dû. Ouais. Ils existent. Ceux-là, ils existent et ils sont plus nombreux que les moments de kiff en fait. Par exemple, moi sur le mois de septembre, j'ai eu 3 journées de kiff. Et 31 moins 3, bon, je vous laisse calculer le nombre de jours de pas kiff. Mais voilà, après, il faut apprendre à vivre avec le pas kiff aussi. Et puis surtout, c'est que le fait qu'il y a des choses qui sont difficiles vont rendre les choses, les succès, encore plus beaux. Parce que si on n'a que des succès, en fait, on ne s'en rend pas compte. Alors que là, quand on galère un peu et qu'on réussit, et donc on peut kiffer chaque petite marche, chaque petite étape, on n'est pas obligé d'attendre. Moi, j'ai kiffé avant d'arriver à l'Olympia. Là, j'ai parlé de l'Olympia, c'était le kiff ultime. Mais avant, le premier soir où j'ai eu une standing ovation, le premier soir où j'avais dépassé 5 spectateurs dans ma salle, j'ai eu plein de petits kiffs comme ça. Le soir où même s'il pleut, il y a quand même du monde, alors que d'habitude, dès qu'il pleut, il n'y avait personne. Il y avait comme ça plein de petites choses qui avancent et qui font du bien. Et puis, il y a plein de choses difficiles. Mais de toute façon, souvent aussi, c'est un truc marrant, mais les gens se disent oui, mais si j'avais pas changé de vie, ça serait mieux. Bah non, t'as pas changé de vie, tu sais pas quel aurait été le chemin de cette vie que t'as pas changé. Ça se trouve, elle aurait été catastrophique, ça se trouve, t'aurais fait virer, ça se trouve. Oui, aussi. On n'en sait rien. On a ce truc en nous, là, notre éducation, qui fait que soit on reste bien où on est et tout va bien se passer, soit on prend un risque et on change de vie. C'est faux. En restant bien là où on n'est pas sûr que ça va bien se dérouler. Et des accidents de la vie, des problèmes, des emmerdes, il y en a partout. Même quand on reste bien gentil dans son étiquette et dans son pot qu'on nous a mis en disant si je fais pas de bruit, ça va bien se passer. C'est pas vrai. Et donc ça doit aussi motiver. Donc toi, comment ça se passe exactement? Donc tu te rends compte de cette voie, tu vois ta psy qui te dit ok, tu t'autorises, et donc qu'est-ce que tu fais? Là, du coup, je vais aux Arts Déco et j'apprends. Donc tu démissionnes ou tu fais les deux en même temps? Alors j'ai pris un congé sabbatique d'1 an pour voir si c'était pas un délire en fait. Ouais, je comprends, parce que tu sais. Il y a des gens, en fait, j'avais ce fantasme de si t'avais un talent, les autres l'auraient vu. Alors que et du coup, j'ai dû surmonter ça en disant en fait, il y a que moi qui sais. Bravo. mais un jour ils verront. Bravo. Et du coup, à 35 ans, je décide d'apprendre le dessin, alors que je sais pas du tout dessiner, quoi, en me disant tout peut s'apprendre, on verra bien. Et puis voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Donc tu prends un an sabbatique, tu fais la formation et ensuite... Je rentre aux Arts Déco par la petite porte et là... Je sais pas ce que c'est la petite porte, hein, excuse-moi. Ouais, par la formation, je sais plus comment ça s'appelait. Je suis refusée en formation continue. D'accord. Parce que mon dossier, justement, ils disent qu'il y a pas assez de qualité artistique. Bien sûr. Je lui dis, justement, c'est pour ça que je viens, les amis. Et du coup, je suis pris en auditrice libre. D'accord. Et donc, ce truc a disparu apparemment depuis. Et en fait, les profs aux Arts Déco, ils s'en foutent que tu sois auditrice libre ou quoi. Personne ne te demande ta carte. Donc, j'ai toqué à toutes les portes qui m'intéressaient et j'ai fait tout ce que j'ai voulu. D'accord, donc tu fais la formation. Donc, je reste 3 ans aux Arts Déco en auditrice libre. Mais tu avais pris qu'1 an de congé sabbatique. Oui, entre-temps, j'ai démissionné. Ah. En fait, au bout de 6 mois, je me dis c'est tellement ça que je peux plus revenir en arrière. Là, j'ai une discussion financière avec mon mec parce que moi, je peux me supporter sans gagner d'argent pendant 1 an. J'ai de quoi, mais pas après. Et donc là, on se dit en fait, ça correspond à l'âge où mes enfants sont petits. Je vais m'occuper d'eux à partir de 4h30 sortie d'école, mais avant, c'est pour moi. Et donc, c'est génial de trouver un équilibre comme ça. Et je demande à mon mari de me donner une enveloppe à peu près la même que celle qu'on donnait à une nounou. Et donc je deviens. Donc là, je fais les 30-30-30. Enfin, je fais le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et donc je dis 1 tiers, j'apprends à faire de l'art. 1 tiers, je m'occupe de mes enfants. Et 1 tiers, j'apprends à aimer les 2 premiers. Non, mais ça, c'est très important ce que tu dis, parce que souvent les gens disent oui, moi, je peux pas. J'ai ceci, j'ai des travail, j'ai des impôts, j'ai un emprunt, j'ai un machin. Et j'ai toujours, il y a une solution. Je n'ai pas la solution. La solution, elle est indépendante. C'est chacun a sa propre solution. Chacun doit la trouver. Si c'est travailler 1 an, économiser, ensuite utiliser, ou arrêter de travailler, emprunter de l'argent, ou faire comme tu l'as fait, trouver un équilibre avec ton conjoint ou avec des amis, ou j'en sais rien. En tout cas, les solutions existent. Elles sont pas souvent confortables, mais elles existent. Donc bravo, tu as trouvé la tienne. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Et après, au bout de 3 ans, déjà, j'ai gagné un concours pour Repetto, une marque de danse pour lequel j'ai fait un projet.
Je suis payée en chaussures. Et là, je me dis, ouf, ça va pas être facile. Et après, je rentre au 59 Rivoli, qui est un lieu super d'artistes. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un immeuble qui est rue de Rivoli à Paris. Voilà, c'est un after squat qu'on appelle. Donc, c'est un immeuble qui, au départ, a été squatté et ensuite a été concédé par la mairie de Paris à des artistes, à l'association qui gère ça. Et donc, il y a des résidences d'artistes. Ouais, il y a plein d'artistes. Moi, j'y vais régulièrement. Voilà. Faut y aller, c'est super. Et vous pouvez acheter des œuvres qui sont créées par des artistes. Vous les achetez là, vous discutez avec les artistes. Enfin, franchement, c'est magnifique. Voilà. Et là, je commence à trouver mon public, à vendre mes premières œuvres, en effet. Mais j'adore cette expérience. Grâce à eux, je pars en Chine faire une résidence artistique, ma première résidence internationale, et j'ai adoré. Mais j'ai adoré. Ouais, je comprends. Et quelle aventure, ça change de la TGE. Et donc, non, mais la TGE, j'ai bien aimé aussi. Oui, en fait, c'est ça. Moi, je suis curieuse. De toute façon, j'aime bien. Et donc là, je rentre en 2019. Je fais ma première expo solo. Là, il n'y a personne parce que y a des grèves, il y a Noël, enfin, je sais pas, il y a une accumulation de trucs. Une première expo, souvent. Bon, voilà. Donc, j'ai quand même au moins 10 personnes qui viennent, dont quand même des clients qui m'achètent des œuvres, donc ça, c'est cool. Et là, je me dis, go. Et puis, il y a le Covid. Ouais. Et là, de toute façon, je me disais, le 59, c'est génial. Mais je donne beaucoup d'énergie aux gens qui viennent et qui ne peuvent pas acheter des œuvres plus chères. Tu vois, je comprends. Des œuvres de peinture. Je ne sais pas si vous connaissez les prix en galerie, mais c'est quand même assez élevé. Ouais. Et je me dis, et ça, je ne sais pas comment vendre plus cher. Et si je continue comme ça, en fait, j'ai une économie qui n'est pas une vraie économie, en tout cas pour moi. Et je me suis dit, en fait, si je continue comme ça, c'est hyper agréable. C'est supérieure, voilà. En fait. C'est hyper agréable. Je suis entourée d'artistes, mais c'est presque trop confortable dans la précarité. Ouais. Et donc, si je veux vraiment devenir autonome financièrement, et en fait, moi, ça me pèse énormément d'être dépendante. Je comprends. Je me suis dit, en fait, il faut que j'apprenne. Et donc alors, je me suis mise dans 2 communautés. Sens Créatif, c'est une communauté d'illustrateurs. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, avec mon dessin, maintenant, je dessine suffisamment bien pour que ce soit dans les journaux, les machins. Donc, vas-y, quoi. Et puis, une autre communauté qui s'appelle Inspiration Créative, pour apprendre à vendre son art, quoi. Et c'est des communautés en ligne. Donc, comme c'est le confinement, je deviens une pro de Discord. Et Discord, moi, je connais pas, mais mon fils de 14, oui. Oui, moi aussi. Donc, c'est lui qui m'a expliqué. Mais après, c'est hyper facile. Hein. Mais du coup, je m'éclate là-dedans. Et donc, aujourd'hui, alors, est-ce que tu en vis aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, j'ai passé des gros steps parce que j'ai multiplié par 4 mon chiffre d'affaires. Mais comme je suis partie de très bas... Oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Ça n'est pas encore un revenu qui me permet d'être autonome. D'accord, mais quand même, c'est x4, quoi. Donc, j'ai fait x4 parce que du coup, j'ai pris un abonnement dans une agence de marketing digital, que je salue, mes amis. Et puis... donne ton nom, vas-y. C'est Neo Camino. Voilà. En fait, ils ont été mes clients. Ils m'ont acheté une fresque d'art mural. Et du coup, je me suis dit, en fait, ils sont hyper sympas. Et voilà, encore une opportunité, c'est ce que tu as saisi. Et puis, j'avais pas l'habitude d'investir. En fait, j'avais pas de mindset d'entrepreneur parce que je connaissais pas. Ça peut pas être bon partout. Hein. En fait, il faut savoir s'entourer. Ça s'apprend. Donc, en fait, après avoir appris l'art, j'ai appris à devenir ce que j'appelle artpreneuse, donc entrepreneuse dans l'art. Mais ça, c'est bien. Mais est-ce que moi, c'est pareil que toi ? C'est-à-dire que souvent, on me dit, mais si t'étais restée avocate, si j'étais restée avocate, je gagnerais beaucoup mieux ma vie que ce que je gagne aujourd'hui. Mais pour rien au monde, je ne le ferais parce qu'aujourd'hui, je suis tellement plus heureuse. Je sens que toi aussi, Mathilde. Ah, la musique qui démarre, ça veut dire que c'est la fin. Merci, Mathilde. Alors, Mathilde, juste une chose. Si tu avais un dernier conseil à donner aux gens qui nous écoutent, ce serait lequel ? J'ai longtemps eu peur de cette phrase, mais ce serait écouter sa petite voix. Non, je l'adore cette phrase. Alors si vous aussi, ça vous intéresse, vous avez envie d'écouter votre petite voix comme ça, vous voulez changer de vie, vous voulez témoigner comme Mathilde, pas de problème, inscrivez-vous sur coachcastbycaroline@gmail.com et pour suivre toute l'actualité de ce podcast, rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram sur Coachcast by Caroline Vigneault, c'est bien foutu. Allez, la phrase du jour sera du célèbre dirigeant politique que j'adore, Nelson Mandela. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre la peur.
Quel bon conseil, vous trouvez pas? Allez, on écoute tous Nelson. N'ayez pas peur de faire le premier pas, de suivre vos passions, de vous lancer dans l'inconnu, les amis. L'inconnu, pour se réinventer, ce sera un voyage plein d'émotions et une opportunité de vivre une vie professionnelle plus authentique et plus satisfaisante, bien sûr. Oui, alors c'est vrai, ça va demander du temps, ça va demander de la patience, mais c'est pas grave. Allez, on décolle, on recolle les étiquettes dans tous les sens pour devenir enfin éducateur, psychologue, aide à domicile, bottier, documentaliste, acupuncteur, faïencier, horloger, relaxologue, soudeur, voiturier, zytologue, nourrice, pompier, pharmacien, radiologue, attaché de presse, entraîneur sportif, boucher, notaire, chef de projet en ingénierie documentaire ou Pinterest. Allez les amis, osez vous réinventer et si tu sais pas par où commencer pour changer ta perspective de vie, je te propose de t'abonner à ce podcast. Et oui, comme ça je t'accompagnerai tout au long de ce beau processus. Allez, vous pouvez aussi l'envoyer à 3 personnes que vous connaissez, ou 4, ou 5, ou 10, n'hésitez pas, s'ils ont envie de changer de vie ou pas. Et puis aussi, vous pouvez me laisser une petite bonne note, un petit pouce vers le haut, ou un super commentaire selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez en ce moment même. Bref, tout ce qui pourra m'aider à faire perdurer ce podcast, parce que c'est mon projet à moi, et que pour y arriver, j'ai très très clairement besoin de vous. Merci les amis, je vous embrasse, et je vous dis à très vite avec un nouvel invité dans un nouvel épisode.